allons pouvoir lancer ce forum 2019, des risques et opportunités à l'international. Et pour commencer, je passe la parole à mon président, Vincent Lalue, qui va vous dire 2 mots. Vraiment 2 mots. Mesdames et messieurs, il y a des années où nos retrouvailles sont plus utiles que d'autres. 2019 est de celle-là. Et ce n'est pas, si vous m'en croyez, une très bonne nouvelle pour la liberté des échanges et l'épanouissement du commerce mondial. On réapprend un peu partout à se protéger et à verrouiller ses marchés, ce qui rend plus compliqué le métier de ceux qui travaillent à l'international, qu'ils soient exportateurs ou acheteurs. C'est dire l'importance de ce moment que le Bossier et ses partenaires offrent aux entrepreneurs pour évaluer l'évolution des risques et opportunités liés à une conjoncture internationale compliquée, marquée par la tentation du repli sur soi et la menace d'une nouvelle guerre froide, économique celle-là. Ce forum entièrement dédié à l'ensemble des problématiques, des risques et à l'évaluation des potentialités qu'offrent les différents marchés est ainsi une excellente occasion de faire le point sur les pratiques et solutions susceptibles de rendre plus facile le travail des acteurs de l'export. Ne perdons donc pas de temps, les sujets sont nombreux et ceux qui vont les traiter particulièrement habilités à le faire. Un dernier mot pour remercier nos partenaires, grâce à qui ce forum est possible. Euler Hermès, Atradius, BNP Paribas Factor, BPI France, Elisphère, IBAN First, Facto France, Caisse d'épargne, Bureau Vendec, Western Union Business Solutions et Chambre de commerce franco-arabe et Club VIE. Allez, bon courage et puis j'espère que la clim va nous aider un petit peu. Bon. Merci. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Christine Gildi, rédactrice en chef du MOSI. J'anime cette matinée plénière. C'est donc le 10e forum. Je le rappelle quand même, on l'organise depuis 10 ans à l'occasion de la sortie d'un de nos best-of, qui est un guide de la gestion des risques d'impayés avec 110 fiches pays sur les meilleures pratiques pour ne pas se ramasser des impayés. Ce guide est offert, non, il n'est pas offert en fait, il est en solde. Nous faisons l'ouverture des soldes à l'occasion du forum. Il est en vente à l'occasion du forum avec 20% de réduction. Donc je vous encourage à vous en doter. Il paraît que c'est une Bible, y compris pour des grands groupes. Quelques mots sur les aspects pratiques de la matinée. Il y a 4 séquences. La première, c'est la conférence débat d'ouverture qui doit permettre de livrer une première vision générale du sujet du jour. Le fil, c'est quelle stratégie pour les PME face à la montée des risques politiques à l'export, qu'ils concernent les guerres commerciales, le protectionnisme, le nationalisme économique, et également quelques opportunités avec ces nouveaux corridors que veulent être les accords de libre-échange que nous, l'Union européenne. Et cette ouverture sera suivie de 3 tables rondes ateliers. La première qui traiteront dans le détail de différents aspects de cet environnement. Les risques de conformité sera la première, avec notamment les bonnes pratiques pour éviter l'impact des sanctions internationales. La deuxième concernera la couverture des risques de paiement à l'export, malgré le risque pays et l'allongement des délais surtout. Et en fait, la troisième, ça sera un peu notre séquence nouvelles technologies. On a cette séquence chaque année maintenant depuis 2-3 ans. Effectivement, les promesses des nouvelles technologies sur la gestion du risque de crédit et des flux financiers à l'export. Chaque table ronde d'atelier, je le précise, sera suivi d'un temps d'échange, c'est-à-dire qu'il y aura possibilité de poser pendant une dizaine de minutes des questions aux intervenants sur le panel. Et ensuite, il y aura une pause quand même, vers 11h, si tout va bien. Il y aura une pause café d'une dizaine de minutes. Et ensuite, à la fin de la plénière, il y aura notre traditionnel cocktail networking, suivi l'après-midi de toute la séquence B2B, business, et l'atelier Libye, qui a, je crois, beaucoup de succès d'après les inscriptions. Alors, sans tarder, la conférence d'ouverture, Brexit, protectionnisme, sanctions unilatérales du président Donald Trump, tout ça a mis un coup d'arrêt
à l'essor du libre-échange et à son corollaire, la mondialisation des chaînes de production. Nous sommes aujourd'hui dans une période d'instabilité et d'incertitude qui concerne l'environnement des affaires. C'est assez inédit dans l'histoire. Il y a bien sûr le risque que la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine perdure et se généralise au reste du monde. Il y a Donald Trump qui met à mal le système multilatéral de l'OMC. Il y a également la montée des populismes, et un peu partout dans le monde, qui sanctionne une espèce de fracture sociale de plus en plus mal ressentie à l'échelle mondiale, et qui remet en cause le capitalisme libéral et mondialisé tel qu'il avait été promu jusqu'à présent. Le Brexit, qui se traduit par une crise politique profonde au Royaume-Uni, qu'on a rarement vue dans ce pays, en est une manifestation très concrète. Alors, nous ne sommes pas ici pour faire un débat sur le pour ou le contre de telle ou telle option. Nous sommes ici plutôt pour explorer les conséquences concrètes de cette nouvelle donne sur l'environnement des affaires dans lequel évoluent les exportateurs et les acteurs de leur écosystème. Deux phénomènes les préoccupent particulièrement aujourd'hui. Il y a la montée des risques politiques, bien sûr, et il y a les problèmes de conformité. En même temps, il y a de nouvelles opportunités à l'exportation qui sont ouvertes par les accords de libre-échange que signe l'Union européenne, Corée du Sud, Canada, Japon, Singapour. Ils sont assez mal connus encore en France. Les entreprises s'en emparent avec beaucoup de lenteur et nous aurons l'occasion d'en parler. Dans ce contexte, il n'est pas facile pour les PME de trouver leur voie. Est-ce qu'il est trop dangereux d'exporter? Faut-il rester chez soi? Ou comment faire avec? Pour en parler sans plus tarder, notre panel. En premier lieu, Stéphane Colliac, économiste senior Euler Hermès, le numéro 1 mondial de l'assurance crédit, qui va nous rejoindre. Édouard Boursieux, qui est représentant de la Commission européenne pour les questions commerciales, que j'invite à rejoindre un siège. Frédéric Lespon-Bansard, qui est responsable du développement international de la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées, groupe BPCE. Asseyez-vous au milieu, parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes sur ce panel. Asseyez-vous au milieu, on verra bien, voilà. Et enfin, Pedro Novo, que je ne vous présente pas, il est quand même directeur exécutif export de BPI France, et il est incontournable. Alors, pour commencer notre traditionnel exposé introductif qui va nous donner et des frayeurs et des motifs d'optimisme, Stéphane, c'est à vous. Bonjour à tous. Alors, donc, je vais vous faire une introduction rapide pour bien lancer cette journée. Et puis, d'abord, je voudrais noter que c'est la 10e fois que le forum du MOSI est organisé. Donc, souhaiter un bon anniversaire à ce forum. Alors, on va partir en fanfare puisqu'on va regarder ce qui s'est bien passé en premier. Et puis après, malheureusement, on va devoir parler de ce qui risque d'un peu moins bien se passer à l'avenir. Donc le commerce international continue de progresser, singulièrement pour les exportateurs français. Mais tout le monde n'est pas d'accord. Donc il y a une montée protectionniste qui est certes le fait d'un pays, mais qui est le principal pays. Il y a des réstrictions qui sont prises par la Chine, donc ça a un impact sur le commerce international. Il faut savoir que la Chine a forcément accru ses tarifs vis-à-vis des États-Unis, mais en parallèle a réduit ses tarifs vis-à-vis des autres. Donc on n'est pas dans une montée du protectionnisme sans limite, c'est toujours quelque chose de différencié. Maintenant, Chine et États-Unis, c'est quand même gros. Huawei, c'est gros. Les télécoms, c'est important. Donc on a quand même des sources d'inquiétude pour l'avenir. Alors première chose, ce qui s'est bien passé, d'abord le début d'année des exportations françaises sur janvier-avril, puisque c'est ce qu'on a comme données pour l'instant, c'est le meilleur départ depuis 2011. Donc tout ce qu'on craint pour l'avenir, évidemment, on n'est pas forcément induit en erreur par ces craintes. Maintenant, il faut séquencer correctement les choses. Et aujourd'hui, ça continue de bien se passer. Alors on a 9 milliards de plus. Il y a les trains qui arrivent à l'heure, on pourrait dire. Donc l'aéronautique et la chimie, qui font à peu près la moitié. C'est habituel. C'est pour ça qu'on parle de trains qui arrivent à l'heure. Après, il y a quand le monde va mal, les exportateurs français vont bien. Il y a aussi cette histoire-là. Donc l'histoire du luxe, plus 2 milliards. Et là, c'est même pas le meilleur départ depuis 2011, c'est le meilleur départ depuis on ne sait pas quand, puisque les statistiques ne nous permettent pas de trouver un point comparable. 2 milliards de plus pour les 4 premiers mois de l'année.
Un exemple, 500 millions d'euros rien que vers le Royaume-Uni, rien qu'en joaillerie, avant la première échéance du Brexit. Donc c'est de l'aversion pour le risque, c'est quelque chose de négatif à la base, mais ça nous crée des exportations, alors prenons-les. Deuxième chose, le monde va mal, la France va bien, on va le voir après, il ne pleut pas en Afrique. Nous exportons des céréales en Afrique. Alors c'est pas du récurrent, ok, mais ces 600 millions d'euros qu'on a pris avec ça, c'est toujours ça de gagner. Donc ça c'est la première chose. Le luxe, vous le voyez à droite pour le détail sur les différents types de luxe. Faut considérer que le dernier point c'est juste les 4 premiers mois de l'année, donc alors que tous les autres points c'est des années entières. Donc si vous simplement vous multipliez par 3, ça serait impressionnant. Maintenant je pense que ça ne sera pas multiplié par 3 parce qu'il y a des choses qui se sont faites un peu de façon non reproductible. Alors en termes de débouchés additionnels, au total sur l'année on devrait avoir 14 milliards. Si on a eu 9 milliards sur les 4 premiers mois de l'année, ça veut dire grosso modo on va avoir moins de croissance par la suite. On va l'expliquer, mais cette moins de croissance elle va probablement intervenir assez rapidement, puisqu'on a observé les derniers indicateurs de carnet de commandes à l'export, notamment des entreprises, au mois de juin, et malheureusement ça se dégrade très fortement sur 4 secteurs qui sont automobile, chimie, électronique et métallurgie. Donc des problématiques qui ne sont pas que des problématiques de protectionnisme, mais qu'on détaillera aussi par la suite. Donc là vous avez la ventilation par pays, avec, on le verra après, mais je l'indique déjà, la Chine en tête. La Chine, alors certes ça nous apporte plus de débouchés, mais c'est aussi des débouchés avec des retards de paiement, des défaillances en hausse, on le verra après. Les secteurs qui profiteront, donc c'est pas indépendant de ceux qui ont déjà profité sur les 4 premiers mois. Machines et équipements, on trouve à l'intérieur de l'aéronautique, la chimie, avec par exemple la pharmacie, les parfums. Et puis ensuite agroalimentaire, avec les boissons, le champagne, ça continue de bien se vendre. Et également cette histoire sur les céréales en Afrique. Et puis vous avez le commerce de services qui lui patine un tout petit peu plus, et que j'indique ici simplement pour mémoire. Alors, la croissance mondiale, déjà, c'est la première chose qui manque à l'appel, d'ores et déjà. Donc on peut avoir des effets bénéfiques sur certains secteurs, on peut se substituer à un concurrent à un moment, mais quand il y a moins de croissance mondiale, il y a moins de demande mondiale. Donc cette croissance mondiale, elle perd 0,4 points cette année. Donc par le passé, on anticipait que la baisse de la croissance soit plus étalée dans le temps. Malheureusement, elle n'est pas étalée dans le temps. Elle est rapide, et elle est de 0,4 points entre l'année dernière et cette année. Et ça justifie qu'à un certain moment, nos débouchés soient affectés par ça. Ce sera normal, après tout, que ça arrive. Donc ça, c'est ce qu'on observe ici. Le ralentissement de la croissance, vous le voyez, cette année, il nous concerne à nous, zone euro particulièrement. Les États-Unis ralentiront avec retard, mais nous pensons qu'ils ralentiront aussi et que ça se verra beaucoup l'année prochaine. Et comme les États-Unis étaient notre première croissance de débouchés en 2018, c'est évidemment pas neutre pour nous, puisque ça reste encore cette année dans le top 3. L'année prochaine, assurément, ça devrait reculer. Donc vous le voyez sur le graphique de gauche. Le graphique de droite, c'est la conséquence sur la croissance du commerce mondial, où déjà cette année, on a moins de croissance en valeur, d'ores et déjà. On a même une baisse des prix. On a moins de croissance en volume et une baisse des prix, ce qui fait une croissance en valeur qui est à peu près absente à l'arrivée au niveau du commerce mondial. Donc nous, avec nos 9 milliards sur 4 mois ou 14 milliards sur l'année, nous en tirons finalement pas si mal. Et puis, il y a le risque à la baisse. Alors le risque à la baisse, il est déjà là, pour une raison, c'est que quand vous pensez que quelque chose de négatif peut arriver, vous n'allez pas surstocker. C'est la première chose. Donc vous allez dans vos cibles de production, si vous en avez plusieurs, vous n'allez pas choisir la cible haute. Vous allez plutôt être précautionneux et ça peut déjà avoir un impact sur la production des entreprises. Maintenant, ce n'est pas la réalisation des risques. Ici, on indique 2 risques d'un point de vue chronologique à l'envers, puisque le premier risque, c'est le risque qui vient de la procédure de menace pour la sécurité américaine. Ce n'est pas moi qui utilise ces termes, c'est Trump et l'administration américaine qui a mis en branle cette procédure. C'est sur l'automobile, et le terme de cette procédure, c'est le 11 décembre. S'il n'y a pas d'accord commercial, il y a une quasi-automaticité de la mise en place de ces tarifs-là. C'est 25%. Bon, nous, on est l'Union européenne, donc c'est ce qui nous intéresse, mais c'est aussi sur le Japon. Donc la probabilité d'un accord est quand même pas à 100%, donc c'est un risque qui existe et qui a pour terme le 11 décembre. Et donc là, en rouge, on voit la perte directe pour les différents pays. Évidemment, il faut rajouter à ça les effets de second tour,
les pertes qui pourraient survenir pour nous de moins d'exportation des équipementiers automobiles français vers l'Allemagne. Je reviens un peu avant pour voir qu'on a déjà un problème de ce genre-là, qu'on va détailler par la suite, qui est évidemment pas lié au protectionnisme américain, mais sur les 4 premiers mois de l'année, on perd 400 millions sur les exportations des équipementiers automobiles français. Donc premier risque, chronologique le deuxième, et premier risque sur ce slide. Deuxième risque, le Brexit. On a reculé pour mieux sauter. Mars n'a pas été l'échéance finalement. Ça sera l'automne, octobre. Ça peut être repoussé encore. On n'aura pas la même Premier ministre. Donc peut-être quelqu'un de moins sujet à la discussion, disons. Donc il y a un risque toujours de Brexit dur, de Brexit sans accord. Et dans ce cadre-là, les tarifs OMC prévaudront. La récession au Royaume-Uni sera difficile à éviter. Et dans ce cas-là, on n'aura plus des manques à gagner. Aujourd'hui, on a simplement des manques à gagner. Par rapport à un contrefactuel, on n'aurait pas de Brexit. Là, on aura vraiment des pertes. Ces pertes, elles seront de 3 milliards d'euros et elles seront les plus probables dans les secteurs où les tarifs seraient les plus élevés. Et ici, on vous indique le niveau des tarifs sur les différents types de biens dans la clause de la nation la plus favorisée de l'OMC. Donc ces deux risques-là, ils existent et ils nous enverraient plus bas encore que ce qu'on peut déjà anticiper aujourd'hui. Alors, ce qu'on peut déjà anticiper aujourd'hui, on va y passer justement. Alors, vous ne voyez pas tout, il y a une partie du titre qui a malheureusement sauté. Mais bon, le titre, l'aventure c'est l'aventure. C'est l'export en gros, 2 points, l'aventure c'est l'aventure. Ça vous montre bien quand même que ça risque d'être un peu chahuté dans les prochains mois. Alors, vous avez les différentes entreprises. Bon, on avait un cycle baissier des différentes entreprises jusqu'en 2017, grosso modo, jusqu'en 2016-2017. Surtout pour nous, l'Europe de l'Ouest, jusqu'en 2017. Et puis ça s'est retourné. Alors ça s'est retourné pour des raisons qui ne sont pas strictement toutes liées à l'export, mais il y a eu en 2017 une forte croissance dans l'économie mondiale. Beaucoup d'entreprises ont accordé des délais de paiement plus conséquents pour capter ces marchés. La croissance n'a pas duré, donc à un certain moment, ça a été un retour de bâton que les entreprises ont subi et ça a entraîné de délai à retard. Parfois, il y a la distance est mince et ça a entraîné une hausse des défaillances. Alors cette hausse des défaillances, on peut la voir de différentes façons. On peut la regarder par un indice global, par API. Donc ça, vous l'avez à gauche. Vous avez en abscisse le niveau structurel. Plus vous êtes à droite, plus c'est élevé par rapport à l'avant 2008. Plus c'est à gauche, plus c'est plus faible. Et en ordonnée, c'est la dynamique. Donc la dynamique de 2019 par rapport à 2018. Quand c'est haut, bien sûr, la dynamique est mauvaise. Donc là, quand vous êtes en haut à droite, ici, ça veut dire que vous avez à la fois un niveau élevé, une dynamique mauvaise. Malheureusement, on s'y trouve, la France, on trouve l'Italie, on trouve l'Espagne, dans la partie orangée. Maintenant, quand on va dans la partie rouge, on trouve quand même des marchés significatifs aussi. On trouve la Chine. Et on trouve surtout l'indice global de défaillance qui est à plus 6%. Donc ça, c'est l'indice de défaillance en agrégé. Ensuite, quand on veut voir, pour nous, exportateurs français, ce que ça veut dire, on a le tableau de droite, où on a par ordre de part de marché les différents pays qui sont indiqués, leur dynamique, et en bas, il y a un calcul qui s'appelle IDEX, qui est l'indice des défaillances à l'exportation pour un exportateur français. Et malheureusement, on n'est pas exempt des difficultés des autres, puisque là aussi, on voit un retournement à la hausse. L'année dernière, plus 3%, cette année, plus 3%. Et pour nous, la Chine, je vous l'ai indiqué, est un problème. C'est notre première croissance de débouché. Donc plus 20% de défaillance en Chine, c'est évidemment un problème. Des retards de paiement, des paiements souvent au-delà de 90 jours, c'est un problème aussi. Et puis le Royaume-Uni, ou même, alors vous ne le travaillez pas en haut à droite dans le premier tableau, parce que les niveaux ne sont pas élevés par rapport à l'historique. Par contre, la dynamique est très mauvaise. Vous avez plus 12% l'année dernière, plus 9% cette année, donc plus 20% en 2 ans, et des grandes défaillances dedans. Alors, les délais de paiement, justement, j'en parlais, je vous les montre. Il y a 2 façons ici qu'on a utilisées pour vous les montrer. Il y a la moyenne mondiale qui est à 65 jours en 2018, qui est stable, qui a un peu baissé par rapport à 2017, mais qui est en gros stable à un haut niveau historiquement, puisque c'est le 2e plus haut niveau depuis 2007, donc c'est un niveau élevé. Vous avez dedans des pays qui sont clients importants de la France, qui ont des délais de paiement élevés. Je citerai à nouveau la Chine, 92 jours, mais on citera l'Italie aussi, 86 jours et surtout 5 jours de plus. Ça s'est beaucoup allongé depuis que la croissance a diminué. Il y a des retards de paiement, il y a des comportements de paiement difficiles. Nous, par le passé, on a eu un cas de la SNCF italienne qui payait à 700 jours. Alors, c'est pas parce que c'est du public que ça va payer plus vite.
Donc l'Italie, ça paie lentement. Et ça paie encore plus lentement depuis que la croissance a ralenti. Donc vous avez ça en moyenne, et puis vous avez les paiements au-delà de les 25% de gens qui paient le plus tard. À partir de combien de jours ça vous trouvez ce quartile-là? Donc vous avez ça à droite, ce qui veut dire qu'il y a 25% des gens qui payent au-delà de 135, enfin des entreprises, qui payent au-delà de 135 jours en Chine. Donc vous avez aussi des extrêmes là-dedans. Vous pouvez être dans la moyenne, vous pouvez être même plus bas que la moyenne, mais si vous avez la malchance d'être dans le cas sur 4 des paiements très tardifs, voilà où vous allez arriver au minimum. C'est ce que vous indique ce tableau de droite. Alors, à côté de ça, on a des dynamiques qui vont bien et qui vont mal en même temps. Alors, on va passer à quelques secteurs qu'on va détailler. L'agriculture et l'agroalimentaire. On entend souvent qu'il y a des difficultés ces derniers temps dans l'agroalimentaire, dans les exportations du secteur, que la balance commerciale se dégrade et que si on excluait l'agriculture, c'est-à-dire les biens non transformés, la mariée serait un peu moins belle. Alors c'est vrai, malheureusement c'est vrai. Depuis le début de l'année, on a une croissance, par exemple pour les boissons, notamment les spiritueux. Il y a une bonne récolte, donc on la place. Le Royaume-Uni a continué à acheter beaucoup, mais ce n'est pas le seul. Les accords de libre-échange, on va le voir après, ont un impact aussi, puisque c'est des marchés qui sont susceptibles de nous acheter pas mal d'alcool, beaucoup de cognac, beaucoup de champagne. Donc ça nous a bénéficié. Le phénomène d'absence de pluie en Afrique nous a bénéficié aussi. Maintenant, quand vous excluez l'agriculture et quand vous excluez les boissons, l'agroalimentaire hors boissons, on a une croissance qui est absente et qui n'est pas absente pour la première fois. Donc ça, c'est un phénomène structurel de perte de compétitivité qui nous affecte. Et même quand on a un marché en croissance pour d'autres, y compris européens, nous, non, malheureusement. Donc ça, c'est un phénomène de retrait, de recul dans un secteur qui pourtant était important pour nous. Donc ça, c'est l'histoire pour l'agroalimentaire. Et d'un point de vue interne, on n'est plus au niveau export, mais il y a une raison qui peut être indiquée et qui est symptomatique, c'est l'effondrement des marges. Elles ont perdu près de 7 points de pourcentage en 2 ans. Donc cet effondrement des marges de l'agroalimentaire, et en plus il est isolé. On ne l'observe pas à ce point-là dans les autres secteurs. Et même au premier trimestre, on a un rebond des marges parce que le gouvernement a mis en place la bascule CICE supprimée sur les cotisations sociales qui à la place ont été diminuées. Ça fait rebondir les marges des entreprises en général de 1,1 point. Dans l'agriculture, ça n'en bénéficie pas. Ça continue à rester très très bas. Donc il y a un vrai problème de marge dans ce secteur-là, un problème de passation des hausses de coûts des intrants au prix de vente. En tout cas, il y a une problématique spécifique à la France, puisque l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Italie n'ont pas la même problématique que nous, alors qu'ils ont la même monnaie. Deuxième problème sectoriel indiqué ici, c'est un problème qui n'a rien à voir avec le protectionnisme. Et je vous ai indiqué que le protectionnisme pourrait en plus s'ajouter à ça. Le problème ici, c'en est un malheureusement, même si au départ on tente d'être vertueux, c'est les normes d'émissions de CO2 et l'impact qu'elles ont, parce que c'est brutal, sur les constructeurs automobiles en termes d'investissement à consentir, en termes d'efforts à faire sur le parc vendu, en termes d'émissions de CO2 moyenne par véhicule, de grammes par véhicule. Vous voyez que dans les 3 prochaines années, il faudra faire l'effort qui a été fait sur les 10 dernières années. Ça a été mal anticipé. Alors, c'était annoncé à l'avance, il n'y avait pas de surprise, les constructeurs auraient pu anticiper, malheureusement, il y en a beaucoup qui ont mal anticipé. Et ce n'est pas les Français qui ont le plus mal anticipé. Malheureusement, c'est une industrie intégrée, ouverte, et les différents pays travaillent les uns avec les autres. Donc quand vous voyez à droite un écart important entre les cibles et l'émission de CO2 constatée sur la dernière donnée, c'est le plus fort souvent pour des constructeurs allemands, pour Volkswagen par exemple. Mais Volkswagen, il a des intrants qui peuvent être de la métallurgie française, qui peuvent être de la chimie française, qui peuvent être des équipementiers automobiles français. Donc il y a un impact aussi sur nous, même si le problème allemand est plus important que le nôtre. Et ça, c'est là. Et les normes d'émissions de CO2, elles seront encore plus contraintes à l'avenir. Ce qui a été décidé en 2018, c'est que la première étape. Donc ce phénomène-là, il va avoir un impact et il va être compliqué pour le secteur automobile de monter en quantité. Jusqu'à il y a 6 mois, on anticipait des croissances de marché importantes, que ça bénéficierait à nos exports. Aujourd'hui, c'est plus du tout ce qu'on anticipe, et c'est pas nous seuls, mais en tout cas, c'est un secteur qui devra évoluer et qui sera occupé à ça, à beaucoup innover pour ça.
et qui va moins pouvoir croître que par le passé. Alors, des raisons d'espérer pour finir, puisqu'on a envie quand même on est avant les vacances, juillet, août arrive, donc on a envie de terminer sur une note positive. Et je vous ai dit au tout début quand même que la Chine, si elle augmentait ses tarifs vis-à-vis des États-Unis, les baisse vis-à-vis des autres. Donc il y a vraiment toujours un mouvement vers le libre-échange qui se voit peut-être un peu moins, qui n'est pas à la une des médias, mais qui quand même existe et nous donne des débouchés. Alors c'est ce qu'on voit ici, l'automne du libre-échange, avec les 3 derniers gros accords qui ont été mis en vigueur, Canada, Corée, Japon. Et donc vous voyez ici la croissance par pays des flux d'échange qui est manifeste. Et vous voyez qu'il y a différents secteurs qui en profitent, et ce n'est pas toujours exactement les mêmes. Il y a un point commun, c'est le luxe. Entre ces différents pays, on achète des spiritueux français. Alors ça peut être du champagne à un endroit, ça peut être du cognac à un autre. En tout cas, c'est un secteur qui bénéficiait déjà de débouchés et qui, avec le libre-échange, en bénéficiait encore plus. Et puis, vous pouvez avoir d'autres secteurs. Peut-être on s'y attendait moins, parce que par exemple, la Corée, c'est un pays qui est très réputé sur son électronique, mais on exporte de l'électronique vers la Corée, et on en exporte davantage. C'est ce qu'on voit ici. Alors ça c'est un élément. Et puis ensuite, l'un des prochains accords dont on parle, c'est le Mercosur. Avec le Mercosur, il y a des négociations qui sont bien avancées. Il y a des signaux un peu contradictoires des différentes parties prenantes de la négociation, y compris dans le gouvernement français ou dans la députation française. Bon, c'est un fait. Nous, le risque de non-conclusion de cet accord-là, si c'est une zone qui vous intéresse, on le voit plutôt là-bas, parce qu'il y a un risque politique important, parce qu'il y a des élections en Argentine à l'automne, et parce que le président actuel, qui est plutôt libéral et plutôt pro-accord de libre-échange, pourrait être battu par des gens qui sont farouchement contre. Donc si on a ce basculement, plus la peine de parler d'accord commercial avec le Mercosur. Et ce qui est sous-jacent derrière, c'est pour ça qu'on met une carte de risque, c'est le risque pays important, la récession, le chômage et la contestation sociale. C'est ça qui porte le risque aussi d'un basculement du pouvoir. Et voilà. Merci infiniment Stéphane. Alors, j'aimerais avoir peut-être une première réaction de nos invités à ce qui vient d'être dit. Hein. C'est contrasté, on va dire, hein, comme on dit dans votre langage d'assureur crédit, toujours très nuancé. Alors, peut-être commencer par Frédéric Lespon-Bansard. Vous êtes une banquière de terrain, puisque vous êtes responsable de caisse d'épargne, de l'international à la caisse d'épargne de Midi-Pyrénées. Et c'est justement une région où c'est l'aéronautique, c'est l'agroalimentaire. Est-ce qu'il y a les PME, le tissu exportateur de cette région, ils sont inquiets par cet environnement un petit peu contrasté? Alors, merci déjà pour votre invitation et joyeux anniversaire. Donc, c'est sympa. Donc, pour revenir sur votre première question, le premier point, ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, je suis issue de la région de Toulouse, Midi-Pyrénées, qu'on accompagne beaucoup, on est très présent au niveau des sous-traitants aéronautiques, donc ceux qui sont les sous-traitants au niveau d'Airbus, donc on les accompagne sur les sous-traitants du rang 1 à 5, et effectivement ce que nous on constate, c'est qu'il y a une très forte demande de la part des compagnies aériennes sur des commandes de nouvelles flottes, et en fait ça force les grandes compagnies et en même temps ces sous-traitants-là à avoir un carnet de commandes qui est rempli, et très rempli, et donc ça leur oblige en fait à travailler beaucoup sur un principe de qualité, avec une prestation avec des prix toujours tirés vers le bas. Et en fait, on constate qu'ils ont une forte politique de ce qu'on appelle de best cost. En fait, eux, ce qu'ils cherchent, ces sous-traitants aéronautiques sur le terrain, c'est optimiser leur site de production. Donc on parle vraiment de site de best cost et d'aller s'implanter sur des zones comme le Mexique, comme on a aussi le Maroc, on a aussi une thématique qui est en train de se jouer sur l'Asie. Donc eux, en fait, ils sont en constante évolution sur leur volonté de proposer des produits toujours de plus en plus techniques à moindre coût. Et donc eux, ils sont vraiment challengés sur où est-ce que je vais m'implanter, sur la meilleure implémentation qui me coûtera en fait le moins cher par rapport à mon coût de production. Donc nous, on suit ça aujourd'hui avec eux. D'un point de vue bancaire, en fait, ce qui va intéresser ces sous-traitants aéronautiques, donc eux, ils s'implantent sur les best cost, donc c'est leur expliquer les éventuels risques pays, ce que vous avez cité tout à l'heure, sur les notations et les évolutions sur les moyens de paiement. Donc ça, c'est une première partie. Mais surtout, ce que cherchent les sous-traitants aéronautiques,
aéronautique, c'est un accompagnement sur du préfinancement export pour pouvoir optimiser leurs besoins en fonds de roulement. Et donc là, on travaille de concert avec BPI sur des produits typiques pour ces sous-traitants aéronautiques, pour les accompagner sur des contrats longs d'optimisation de financement et du BFR, pour pas qu'ils se retrouvent avec un carnet de commandes qui est là pour les 5 à 10 prochaines années et à ne pas pouvoir y répondre. Donc moi, je leur propose un contrat de prêt adossé avec BPI. On y reviendra, je pense. Mais par exemple, les risques de tension commerciale, par exemple, ce ne sont pas des préoccupations. Enfin, vous êtes interrogé par vos clients là-dessus quand même. Est-ce qu'ils sont un peu inquiets? Oui, alors en fait, ils nous interrogent beaucoup sur l'évolution pays. Donc le risque pays, en premier lieu, c'est pour une première interrogation. Étant entendu que ces sous-traitants aéronautiques, finalement, ils n'ont pas toujours le choix. C'est-à-dire que ça vient des donneurs d'ordre aussi. Par exemple, Safran impose à ce qu'il y ait une implantation sur le Mexique. Voilà. Est-ce que spontanément le sous-traitant me dit « moi j'ai envie de m'implanter sur le Mexique, qu'est-ce que vous en pensez ?» Finalement, il n'a pas le choix. Donc d'un point de vue rationalisation sur son best cost, il est obligé de s'implanter pour être au plus près du marché des États-Unis. Donc ça, c'est une thématique, des fois le marché est imposé. Et après, donc, si on est sur l'autre secteur qui est semences, agriculture, effectivement aussi on a une autre thématique de clients qui eux s'interrogent vraiment plus en amont. Moi aussi j'ai un carnet de commandes qui est plein, moi aussi je dois exporter mes semences sur les pays d'Afrique noire notamment. Qu'est-ce que vous me recommandez et comment est-ce que je peux faire pour me faire payer en temps et en heure? Donc c'est vraiment des préoccupations sur comment j'anticipe mon implantation et mon exportation et comment je peux être sûr d'être payé au final. Et de ne pas me retrouver avec un encours, comme ce que j'ai pu voir des fois, phénoménal, parce qu'on n'a pas anticipé comment j'allais me faire régler, quoi. Donc c'est vraiment des questions sur le risque pays et surtout sur la sécurisation pour la transaction, en fait, le rapatriement des fonds. D'accord. Pedro, vous êtes un acteur, BPI, c'est un acteur incontournable maintenant de l'écosystème export français. Est-ce que cette ambiance un petit peu plombée, ça rompt pas la dynamique, on va dire? Est-ce qu'il n'y a pas un frein à l'envie que vous essayez de recréer en France d'aller exporter? Jamais. Il y a un énorme désir d'envie à partager avec nos chefs d'entreprise. Plombé, est-ce que vraiment c'est plombé? Je vois aussi quand même un peu d'optimisme, c'est-à-dire que nos entreprises sont sans doute plus agiles dans ces modèles-là. Ça a été dit, l'export français se porte souvent bien dans certains segments quand le monde ne va pas très bien. Et il est vrai que globalement, nous préparons nos entreprises et nous préparons nous-mêmes en stockant de la puissance dans le bilan à un retournement de cycle qui aura des impacts. On voit bien les fumerolles se multiplier, les alertes se multiplier. Ça aura un impact chez les grandes entreprises, ça aura un impact dans les ETI françaises et dans les PME, dans l'ensemble de la chaîne de sous-traitance. Alors face à ça, les entreprises que nous voyons, je rejoins tout à fait ce qui a été dit, à la fois dans la présentation et à la fois sur ce vécu de terrain auprès des entreprises. On n'a jamais fait autant de garanties sur des préfis et des cautions que depuis le début de l'année. Donc c'est une tendance forte. Et c'est pas qu'un peu. C'est plus 30% sur les cautions et plus 26% sur les préfinancements. Donc les machines tournent à plein régime, j'ai envie de dire. On est en production maximale, en tension, on va dire, dans la chaîne de production. Pour autant, nos entreprises sont face à des problématiques qui sont de se préparer au choc qui vient. Et tout est dans l'art de la préparation. Ça suppose une vision qui est stratégique et plus par à coup. Ça suppose une volonté de diversification. Vous voyez comment les entreprises se préparent à chercher d'autres marchés, mais également d'autres donneurs d'ordre. Pas uniquement être dépendant d'un seul géant qui va assurer l'avenir de l'entreprise. Ça suppose des démarches vis-à-vis du climat. On n'en a pas beaucoup parlé là, un peu sur l'Afrique. Mais enfin, l'enjeu climatique, il est aussi puissant que la hausse des taux de la Fed. C'est-à-dire qu'au moment où la prise de conscience va devenir collective, mais comme une évidence, comme une déclaration de guerre, quoi, physique, même plus commerciale. Je pense que le choc va être extrêmement brutal pour l'ensemble de l'industrie mondiale. On le voit bien, ça se dessine sur l'automobile, tu l'as dit très bien, mais ça va contaminer l'ensemble de l'économie. L'enjeu sociétal est en train de naître. La prise de conscience, on a l'impression qu'elle a toujours été là, mais c'est très parisien d'avoir le sentiment qu'elle ait toujours été là. C'est très loin de l'opinion générale. Et en fait, l'opinion française est en train de s'en rendre compte. Quand cela va toucher l'ensemble de l'opinion mondiale, le choc va être brutal, oui. Donc les enjeux climatiques dans les 10 ans qui viennent vont être massifs, dans la transformation de nos chaînes de production, dans nos produits, dans nos services, dans nos modes de consommation. Les enjeux qui vont impacter nos entreprises, ça a été cité en termes de risque de paiement, évidemment, ça demande de la préparation, ça a été dit. Et au fond, pour terminer, beaucoup d'agilité dans les modèles économiques. En gros, être hyper réactif, flexible, local, ça a été dit. Implantation est un enjeu clé. Là, nos entreprises ont beaucoup de cartes à jouer, que ce soit culturellement. Ça, c'est aussi un fait qu'on a
peu de mal, c'est un peu contre-intuitif. On a le sentiment que nos Français n'aiment pas l'export ou n'aiment pas l'international. Je l'ai tellement entendu depuis 4 ou 5 ans, on n'aime pas ci, on n'aime pas ça. Vous savez, je vous donne une petite confidence, on a rencontré il y a quelques semaines la baronne Fairhead, britannique, qui est en charge du commerce extérieur. Elle n'est peut-être plus d'ailleurs, dans le dernier gouvernement, je ne sais plus si elle est encore, mais enfin bon. Elle était, autrement, enfin on est entre nous, un peu désespérée. C'est-à-dire qu'elle a fait un tableau tellement noir de la situation du commerce extérieur britannique, non pas à cause du Brexit, à cause de l'état d'esprit des Britanniques. En se disant, ils n'aiment pas l'international. Les PME n'ont pas envie d'aller à l'export. Elles sont averses au risque. On parle des Britanniques. Hein. Elles n'aiment pas voyager. Bon, pourtant, ils parlent anglais. On a l'impression qu'ils ont le Commonwealth, qui est quand même un marché énorme. Bon, c'est le constat un peu dramatique qu'elle fait de son propre pays. Donc autant vous dire que, à force de regarder l'état du monde, on a quand même énormément d'atouts à faire valoir et nos entrepreneurs sont en train de les saisir. Il y a un mouvement de terrain qui est en train de s'opérer, on le voit bien, je l'ai dit, sur les cautions et le financement, sur la mobilisation des financements, l'accès à la dette et à la liquidité n'a jamais été aussi facile, c'est tout le paradoxe de la situation. Un océan de liquidité est sur le pays aujourd'hui. Oui. Que ce soit en fonds propres, que ce soit en crédit, il y a de l'argent partout. C'est difficile à entendre parfois quand on a du mal à lever un financement, mais c'est une réalité. Et ça pose un vrai problème, on n'a pas beaucoup parlé, qui est aussi un des contextes majeurs, intéressant d'entendre Stéphane sur le sujet, c'est le déclencheur sera-t-il finalement aussi et où, au-delà de la guerre commerciale, la hausse des taux de la Fed et son impact. Alors, on va peut-être faire parler l'Europe quand même. Et Stéphane, vous terminerez le tour de table avec... voilà. Donc, déjà, un mot sur la Fed. Alors, Édouard Boursieux, bon, l'Union européenne dans tout ça, on repart en Europe. On a un peu l'impression qu'elle est prise entre deux feux. Hein. Un qui vient des États-Unis très très vif, un qui est venu de la Chine qui est un petit peu plus soft, mais rouleau compresseur quand même. Quelles sont les armes de l'Union européenne dans cette guerre froide qui s'annonce? Enfin, on nous annonce une guerre froide commerciale, elle va être peut-être très longue. Quelles sont les armes de l'Union européenne? On sent un changement de ton quand même. Bon, il y a un vrai changement de ton, effectivement, à Bruxelles par rapport à ces questions. Entre deux feux, le feu, il est pour l'instant principalement entre les États-Unis et la Chine. Stéphane Colliac a rappelé que, on le sait peu, mais la Chine a diminué ses droits de douane par rapport au reste du monde en même temps qu'elle a plus que doublé ses droits de douane par rapport aux États-Unis. La CNUSED, qui a fait une étude récente là-dessus, considère que le principal bénéficiaire aujourd'hui des tensions entre la Chine et les États-Unis, c'est l'Union européenne, que ça crée des opportunités pour les entreprises européennes en Chine, avec le retrait des entreprises américaines et pour les entreprises européennes aux États-Unis avec le retrait des entreprises chinoises. Ça, c'est certainement un élément positif et s'il y a des opportunités, il faut les saisir. Mais au niveau européen, on n'est clairement pas dans l'autosatisfaction par rapport à ça. On n'est clairement pas dans un état d'esprit où on s'arrêterait à se dire qu'après tout, on va tirer les marrons du feu de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. On considère au contraire qu'on est dans une situation qui est extrêmement grave, extrêmement préoccupante. C'est probablement la crise la plus grave que le système commercial multilatéral traverse depuis son origine, depuis 1947, avec un des fondateurs de ce système commercial qui se retourne contre lui, qui se retourne contre l'OMC, qui piétine ses principales règles. Et c'est une crise qui est d'autant plus grave qu'elle a une apparence à travers la politique protectionniste unilatérale américaine. Mais derrière cette apparence, elle a une réalité qui est les distorsions créées par le système de capitalisme d'État chinois, qui sont massives aujourd'hui dans le commerce mondial et qui posent des problèmes fondamentaux, en fait, et sur lesquels on est tout à fait en ligne, en réalité, avec les États-Unis, sur le diagnostic, par rapport aux problèmes posés par la Chine. Donc on a un vrai défi à régler aujourd'hui et c'est certainement pas le temps d'être complaisant par rapport à ça. Alors la première réaction, vous demandiez de quelles armes on dispose à Bruxelles dans ce contexte. La première réaction, c'est une réaction évidemment de défendre nos intérêts, une réaction défensive et par rapport aux États-Unis et par rapport à la Chine. Par rapport aux États-Unis, on a réagi très fermement l'année dernière sur la question de l'acier et de l'aluminium, avec des contre-mesures européennes qui étaient tout à fait proportionnées aux mesures américaines et qui étaient ciblées sur les États et sur les intérêts américains qui faisaient le plus mal. Et on voit aujourd'hui que les farmers américains en particulier
pèse assez lourd dans l'équation politique parce qu'ils apprécient très peu l'impact des mesures européennes et des mesures chinoises et des mesures d'autres partenaires des États-Unis. On a été très clair également sur le fait que sur l'automobile, si les États-Unis s'en prenaient aux intérêts européens, ça ne resterait pas sans conséquence et il y aurait là aussi une réponse immédiate de la part des Européens. Avec des La liste des contre-mesures serait prête La liste oui. est tout à fait prête à être adoptée et on serait prête à les adopter dans les semaines qui suivraient des mesures américaines, comme on l'a fait sur l'acier, en parallèle des poursuites qu'on a engagées à l'OMC contre les États-Unis sur l'acier et l'aluminium, et de la clause de sauvegarde générale qu'on a adoptée pour se prémunir contre les distorsions qui pourraient intervenir sur le marché de l'acier. Donc même chose sur l'automobile, les États-Unis le savent, ils savent qu'on ne veut pas de solution en termes de commerce administré, donc de quotas dans le cadre de l'enquête qu'ils ont lancée. Et peut-être une petite différence avec Stéphane Colliac, c'est que mon appréciation, c'est qu'il n'y a pas nécessairement automaticité ou quasi-automaticité à l'issue de la nouvelle période de consultation. Sur l'automobile, il pourrait aussi conclure ces consultations sans mesure. Et il y a un énorme pushback aux États-Unis même et de la part des constructeurs américains eux-mêmes contre ces mesures qui toucheraient notamment des pièces détachées dont les constructeurs américains ont besoin. Ça, c'est pour les États-Unis. Vis-à-vis de la Chine, on se défend également. On a musclé notre défense commerciale vis-à-vis de la Chine, nos instruments de défense commerciale, anti-dumping, anti-subvention. On a fait un usage maximal de ces instruments dans les dernières années. On les a renforcés avec 2 modifications législatives consécutives. Le résultat, c'est qu'on a plus de 90% de diminution de nos importations en provenance de Chine, notamment dans la sidérurgie, sur les produits qui ont été touchés par ces mesures. Et on renforce encore notre action dans ce domaine. On a renforcé aussi notre action dans le domaine de l'investissement étranger, du contrôle des investissements étrangers chinois en Europe, dans les secteurs stratégiques, avec pour la première fois un dispositif européen de contrôle des investissements étrangers. Il y a beaucoup trop de trous dans la raquette aujourd'hui au niveau européen sur le contrôle des investissements étrangers. La France est assez bien équipée avec un système de contrôle des investissements étrangers, mais il y a beaucoup d'États membres dont ce n'est pas le cas et on ne sait pas assez ce qui se passe ailleurs. Et on réfléchit encore à d'autres instruments, notamment sur les acquisitions qui seraient subventionnées par l'État et qu'on a présenté récemment dans le cadre d'une stratégie où on a qualifié la Chine pour la première fois de rival systémique. Donc on se défend par rapport aux États-Unis et à la Chine, mais un point sur lequel je voudrais insister avant de conclure, c'est qu'on ne doit pas seulement se défendre, notamment à la frontière, face à ces problèmes posés par les États-Unis et la Chine. On ne doit pas être dans une attitude seulement défensive, on doit aussi peser sur le cours des choses, on doit se projeter, être un acteur central dans les discussions en cours sur l'avenir du commerce mondial. Et là, on a une carte particulière à jouer. De défense du système commercial multilatéral, de défense d'un système commercial ouvert. Donc on a fait des propositions à l'OMC qui vont dans ce sens. On construit des alliances avec tout un tas de membres de l'OMC sur des sujets aussi fondamentaux que les subventions industrielles, les questions de propriété intellectuelle, de transfert de technologies forcées, qui sont autant de problèmes qu'on a fondamentalement avec la Chine, mais qui ne trouveront vraiment une issue que dans un renforcement des règles de l'OMC. Donc on est un acteur central à l'OMC pour renforcer les règles de l'OMC. On travaille avec les Américains et avec les Japonais pour développer justement des règles face à la Chine. Et ce qui fait notre originalité, c'est qu'on travaille aussi avec les Chinois. On parle directement aux Chinois de ces questions-là. Le sommet entre l'Union européenne et la Chine, de ce point de vue-là, au mois d'avril, a été très positif. Les Chinois ont accepté pour la première fois de parler vraiment de règles sur les subventions industrielles et sur les transferts de technologies forcées avec nous. Donc là, on a vraiment un rôle à jouer de triangulation avec les États-Unis et avec la Chine pour sortir par le haut de cette crise commerciale et pas finir dans une guerre commerciale qui serait extrêmement coûteuse pour tout le monde,
qui serait extrêmement difficile à gérer, particulièrement pour les Européens. Donc on ne peut qu'espérer que les institutions européennes se dotent très très vite de têtes. Ils ont un peu de mal à trouver un consensus, mais il ne faudrait pas quand même qu'ils tardent trop, quoi. Ouais. Hein, d'accord. Alors peut-être, Stéphane, sur la question de Pedro sur les taux de la Fed, et après on enchaîne. Oui, donc les taux de la Fed, ils ont beaucoup monté l'année dernière, et ça a déjà un impact, puisque ça peut dire que ça a créé la crise turque et la crise argentine, même s'il y a des causes domestiques bien connues quand même, notamment sur la longueur des délais de paiement en Turquie et sur la vie avec des déficits, disons, en Argentine. Donc ça a déjà eu un impact, mais maintenant ça se retourne. Les taux longs américains, ils ont culminé à 3,5%, maintenant ils sont passés en dessous de 2%, et ça change vite. Maintenant, c'est l'anticipation de baisse de taux de la Fed. Maintenant, ce que l'on voit, c'est que cette anticipation de baisse de taux, elle ne bénéficie pas aux pays émergents. Donc la problématique commerciale, la problématique notamment en Asie de l'Est, en Europe de l'Est aussi, la problématique des transitions dont tu as parlé aussi sur l'automobile, mais on peut parler des télécoms, de la 4 à la 5G, avec des enjeux de pouvoir, de ne pas laisser Huawei avoir trop de rôle aux États-Unis, voire en Europe. Ça a des conséquences parce que ça retarde le passage. Il y a une longue période sans nouveau modèle. Et ça, pour l'industrie des télécoms et pour l'industrie de l'électronique, c'est problématique parce que c'est une industrie hyper cyclique. Donc en ce moment, ça ajoute aux difficultés. Et le résultat, c'est qu'on revient à des taux bas. En France, ils sont retrouvés les niveaux bas de 2016. Donc, vous n'êtes pas là pour parler d'économie domestique, on est là pour parler d'export. Mais le retournement qu'on va avoir, c'est la construction française qui va repartir, parce que les taux sont très bas, et l'export qui va être pénalisé par tout ce qu'on voit. Donc ce retournement, il va être vers l'économie domestique, malheureusement, pour un temps. Bon, ça ne nous donne pas des perspectives toujours positives. Alors il y en a quand même. L'Union européenne essaye d'ouvrir des corridors depuis que l'OMC est bloqué. On a eu récemment donc Canada, Japon. Il y a des chiffres très intéressants qui ont été donnés par Stéphane sur la progression. Il y a peut-être un qui va bientôt se nouer avec le Vietnam. Le Mercosur, moi je suis moins optimiste que vous, mais voilà. Alors, est-ce que ces accords de libre-échange peuvent vraiment constituer des corridors dans le contexte actuel? Ils ne sont pas très très bien connus en France, les entreprises s'en emparent pas, et moi j'aimerais vous poser cette question. Comment est-ce qu'on a des éléments concrets montrant qu'ils bénéficient non seulement aux entreprises européennes, mais en particulier françaises? Qui répond. Peut-être juste un tout petit point pour rebondir sur ce que vous venez de dire sur le Vietnam et le Mercosur. Le Vietnam, effectivement, on signera dimanche, à la toute fin de la présidence roumaine de l'Union européenne, qui tenait absolument à gérer cette signature, dimanche à Hanoï, l'accord entre l'Union européenne et le Vietnam. Donc c'est un accord qui va rentrer en vigueur dans les années qui viennent. Après toute une série d'accords, effectivement, avec le Canada, dont on a beaucoup parlé, le CETA, la Corée du Sud, le Japon, Singapour, mais aussi beaucoup d'autres accords dont on a moins parlé, avec le Pérou, la Colombie, l'Équateur, avec les pays d'Afrique, avec le Québec dans le Canada, effectivement. Donc on a aujourd'hui 41 accords avec 72 pays qui sont en vigueur, qui représentent plus du tiers du commerce européen, et donc qui, de ce point de vue-là, effectivement, représentent une garantie par rapport à la situation extrêmement préoccupante dans laquelle on se trouve aujourd'hui en termes de commercial au niveau mondial, qui sont autant de relations stables, profondes, équilibrées avec nos principaux partenaires, avec des dispositions qui sont très larges, dont peuvent se saisir les entreprises pour accéder au marché de nos principaux partenaires, avec des systèmes de règlement des différends aussi, qui sont propres à chacun de ces accords, qui permettent de s'assurer d'une bonne mise en œuvre de ces accords. Et c'est quelque chose de fondamental parce qu'aujourd'hui, un des principaux points de blocage à l'OMC, c'est précisément le système de règlement des différends de l'OMC que les États-Unis s'efforcent d'asphyxier, de paralyser. Donc là, avec tous ces partenaires, avec ces 72 partenaires et d'autres qui viennent, y compris des partenaires très importants, quand on pense au Japon,
l'Union européenne et le Japon, c'est le tiers du PIB mondial. Donc c'est un accord de libre-échange qui a un poids considérable. C'est le plus gros accord commercial bilatéral qui ait jamais été conclu entre deux des 4 principales économies mondiales. Donc il y a une valeur de garantie, d'assurance dans la situation actuelle qui est extrêmement précieuse. Dans la situation actuelle, il y a aussi une valeur d'alliance, de partenariat qui est fondamentale. Je parlais de l'activisme dont fait preuve l'Union européenne aujourd'hui à l'OMC pour renforcer les règles de l'OMC. On ne le fait pas tout seul. On le fait notamment avec le Canada, notamment avec le Japon et avec d'autres. Et on le fait sur la base de règles qu'on a négociées en commun dans le cadre de ces accords. Donc c'est de véritables alliances qui portent une vision européenne de régulation de la mondialisation, très différente de la vision américaine actuelle, très différente de la vision chinoise, en dépit des déclarations de la Chine. Et c'est pas tout seul qu'on peut porter ça, c'est à travers ces accords. Mais votre question, c'est plus sur les concrètement, est-ce que concrètement, voilà, on dit que les entreprises françaises en bénéficient, enfin, ou peut-être qu'elles s'en emparent pas. Voilà. Ça apporte, il y a vraiment 2 choses dans la logique vraiment de défense de nos intérêts économiques dans ces accords. Il y a d'abord une logique de réciprocité, de rétablir une situation dans nos échanges qui est équilibrée, qui est avec un accès qui est équivalent des 2 côtés. Donc ça, c'est un des objectifs fondamentaux de ces accords commerciaux bilatéraux. Et là, on obtient vraiment des résultats. Je parlais de la Corée du Sud. La Corée du Sud avait des droits de douane 2 fois plus importants que l'Union européenne avant cet accord. On a éliminé les droits de douane des 2 côtés. Donc on a trouvé une parité avec la Corée du Sud sur ce plan-là et sur beaucoup de sujets non tarifaires, au-delà des droits de douane, qui étaient encore plus importants avec la Corée du Sud. Dans les marchés publics, qui sont un des enjeux fondamentaux en termes de réciprocité, que ce soit avec le Canada ou avec le Japon, on a obtenu la réciprocité dans les marchés publics, notamment dans le transport ferroviaire. Et une société comme Alstom, par exemple, qui était très dubitative au moment du lancement des négociations avec le Japon, sur notre capacité à obtenir des Japonais l'accès au marché public dans le transport ferroviaire, est maintenant très satisfaite, reconnaît que l'élimination de la clause de sûreté opérationnelle au Japon dans le transport ferroviaire, c'est quelque chose qui va tout changer à leur capacité d'accès au marché japonais. Réciprocité dans le domaine sanitaire aussi, ça on le sait beaucoup moins. Typiquement, c'est un des grands enjeux avec le Mercosur dans la phase finale de la négociation actuelle. Et là, c'est pas que je suis particulièrement optimiste pour ces négociations. On le saura aujourd'hui, probablement. On est vraiment à une phase critique, dans une phase critique des négociations, et notamment parce qu'il y a un calendrier politique, comme le disait Stéphane Colliac, qui est assez contraignant, pas tant du côté européen que du côté notamment argentin. Macri, pour l'instant, pousse très fort pour conclure ces négociations. Lui, il voit ça comme quelque chose d'essentiel du point de vue de la direction de sa politique économique, des réformes, d'ancrer l'Argentine dans un système ouvert. Évidemment, si c'est Cristina Kirchner qui revient au pouvoir, elle aura une vision très différente de tout ça. C'est une négociation qui est très difficile, donc je ne suis pas particulièrement optimiste, mais en tout cas, il y a des enjeux qui sont vraiment considérables, à la fois économiques directs et à la fois géostratégiques, mais qui est complexe de notre point de vue, parce qu'il y a aussi des sensibilités, notamment agricoles, qui sont particulières. Donc des enjeux de réciprocité qui sont fondamentaux de notre point de vue économique, et puis des enjeux d'ouverture de nouvelles opportunités. Et là, pour répondre à votre question, si on regarde les accords qu'on a conclus et mis en œuvre jusqu'ici, avec la Corée du Sud, typiquement, on vient de publier un rapport d'évaluation de 450 pages sur l'accord avec la Corée du Sud. Moi, j'ai regardé les choses sur les 5 premières années. Sur les 5 premières années de mise en œuvre de l'accord, on a une augmentation de 60% des exportations européennes vers la Corée du Sud. On avait un déficit commercial historique avec la Corée du Sud qui était de l'ordre de 10 milliards d'euros par an, qui est devenu un excédent de 5 milliards d'euros avec la Corée du Sud. Dans des domaines très sensibles avec la Corée du Sud, Stéphane Colliac parlait de l'électronique où on a obtenu des gains, mais typiquement l'automobile était un domaine très sensible. On a triplé les exportations européennes vers la Corée du Sud et quadruplé les exportations françaises d'automobiles vers la Corée du Sud. Les parts de marché européennes en Corée du Sud, les parts de marché européennes en Corée du Sud sont passées de 9% en 2011 à 13%. En 2016. Donc il y a eu un vrai regain des Européens en Corée du Sud, alors que les Japonais passaient de 15% à 10% de part de marché dans les importations coréennes, et que les Américains stagnaient autour de 10%. Donc seuls les Chinois, finalement, et les Européens ont progressé en Corée du Sud, qui a un marché en forte croissance,
Et ça, c'est grâce à l'accord qu'on a négocié avec la Corée du Sud. Sur le Canada, c'est la même chose. En 2018, il est un peu tôt pour tirer toutes les leçons du CETA, mais en 2018, on a vu une croissance très forte des exportations d'automobiles et de pièces détachées automobiles. Par exemple, 87% des exportations dans le domaine automobile au Canada, françaises au Canada en 2018. Dans le parfum et les cosmétiques, 16% d'augmentation dans le parfum et les cosmétiques. Dans le textile, le linge de maison, 13% d'augmentation dans le linge de maison, qui correspondent à chaque fois à des droits de douane qui ont été éliminés. 19% d'augmentation dans les produits laitiers, qui était un secteur très sensible avec le Canada. Donc on est vraiment capable de tirer des parties de ces accords. Il y a beaucoup de travail à faire. Et qui reste à faire, notamment en termes d'utilisation de ces accords. Au niveau français, on est à 50% d'utilisation de l'accord avec le Canada aujourd'hui. Donc il y a encore une marge de progression qui est très importante. Avec la Corée du Sud, on est à 70-75% d'utilisation de l'accord. On n'atteindra jamais 100%, il y a de bonnes raisons pour ça, parce qu'il y a des règles d'origine qui sont contraignantes aussi, il y a certaines règles qui sont contraignantes, mais il y a vraiment un besoin d'accompagnement des entreprises, d'explication de quelles sont les opportunités, quelles sont les conditions pour bénéficier de ces accords, qui est là une responsabilité pour les pouvoirs publics, pour le Business France, pour la DG Trésor, pour les douanes qui font un très bon travail là-dessus. On est là pour ça. Et pour ce genre d'événements, pour continuer à informer et à accompagner les entreprises sur ces questions. D'accord. Alors, petit ressenti du banquier, la banquière de terrain, Frédéric. Que pensez-vous de ces accords? Et est-ce que, par exemple, en Midi-Pyrénées, les entreprises s'y intéressent et s'en emparent? Alors, donc les accords, c'est une très bonne chose, c'est même une nécessité. Donc après, avec une approche pratico-pratique, il faut se dire que la PME toulousaine, elle va voir d'assez loin ces accords de libre-échange, parce que elle, sa préoccupation, c'est de décrocher un marché, c'est de décrocher un contrat, et c'est d'avoir la capacité à livrer sa prestation. Donc c'est vrai que moi, mon travail de terrain, c'est donc d'en prendre connaissance, donc de faire de la veille pour être au courant de ces signatures sur ces accords de libre-échange, mais surtout c'est de travailler pour faire de l'évangélisation auprès de ces PME locales, pour leur expliquer en quoi consistent ces nouveaux accords et surtout où trouver l'information. Vous l'avez cité, il y a d'autres référents qui le font très bien, notamment sur les douanes et le gouvernement. Il y a un site internet qui existe sur le gouvernement pour les douanes, qui explique notamment ce qui se passe sur le Canada, Québec, les accords REX. C'est ça, le protocole REX qui a été mis en place donc, depuis effectivement 2018. Moi, ce que je constate en l'état, c'est qu'il y a encore une forte méconnaissance de ce protocole, ou du moins de cette facilité à réduire ses droits de douane quand on est une société de l'Union européenne et qu'on veut exporter vers le Canada. Eux, ils n'en ont absolument pas connaissance et conscience, alors que c'est un enjeu commercial fort d'un point de vue frais. Donc moi, mon rôle, c'est de leur expliquer en quoi ça consiste, qu'il y a une barrière au niveau du montant de la valeur de la marchandise exportée, puisqu'il y a un ticket entre 6 000 €, donc il y a avec ou sans l'accord REX, et surtout où trouver l'information, et surtout comment le mettre en œuvre dès qu'on a des discussions, notamment sur cette zone, pour anticiper les demandes. Donc moi, mon travail, c'est vraiment de les former, donc on appuie des autres partenaires, mais de ne pas laisser l'entreprise toute seule en l'état, quoi. Lors de la préparation, vous m'aviez dit, et puis bon, ces accords quand même concernent des pays faciles. En attendant, le reste du monde est sous sanction. Enfin des pays faciles, entre guillemets. Disons qu'on est sur des zones, donc le Canada, c'est en l'état, c'est facile. Corée du Sud et le Japon, ce sont des zones, entre guillemets, avec des échanges qui sont normés, qui sont faciles. C'est vrai qu'après, ce qu'on disait tout à l'heure en introduction, des demandes notamment sur l'Afrique qui peuvent être un peu plus compliquées. Et il y a aussi des demandes notamment dans le domaine agricole et des semences qui peuvent être un peu plus difficiles pour l'exportateur. Et il n'y a pas forcément, en tout cas moi, j'ai pas en tête des accords qui sont en cours pour faciliter justement les exportations là-dessus, quoi. Pedro, un mot là-dessus. On ferme, on y va? Les accords? On prend la clé, on ouvre les corridors? Non, tout ça est un peu matriciel au fond, et la France a toujours été une synthèse de beaucoup de courants. Donc en la matière, il y aura des accords bilatéraux, il y aura des accords multilatéraux, et les entreprises vont voguer à travers ces différents accords. Mais ce que je crois qui est important de bien saisir, parce qu'on parle de PME, c'est vrai pour les ETI, c'est vrai aussi pour les grands comptes, mais pour une PME, et je rejoins tout à fait ce qui a été dit, c'est quand même
d'abord assez immatériel au départ, très lointain, et ça ne doit pas faire une stratégie. Ça répond à une stratégie, ça aide cette stratégie, ça va la fluidifier, ça va faciliter le déploiement de l'entreprise sur une destination, ça doit peut-être l'inciter à réfléchir sur une destination, mais ça ne doit pas définir sa stratégie. Ce n'est pas parce qu'il y a un accord qu'elle doit forcément aller dans ce pays, parce que peut-être que le produit n'a pas de marché dans ce pays. D'abord, première question à se poser. Donc c'est utile, bien évidemment, c'est un corridor, c'est une infrastructure de relations commerciales. Et il en faut. Après se posera la question de la réciprocité, qui est un autre sujet, c'est pas le sujet du jour, puisqu'on ne parle pas du domestique, mais qui est de la compétition en interne, c'est-à-dire d'ouvrir notre marché à des produits en concurrence qui vont venir challenger nos industriels dans les régions de France, dans les territoires. Alors il y a toujours cette martingale à bien gérer, cet équilibre à trouver, et de bien comprendre que l'international, je dis bien l'international, pas l'export, la globalisation de nos PME est un enjeu d'abord indispensable, c'est notre motivation principale, c'est notre action, c'est mon métier au quotidien que de les mobiliser sur ces sujets, dans les territoires, en partant vraiment de cette relation de proximité avec les dirigeants, et en construisant non pas de manière défensive, en disant « Ouh là là, le monde ne va pas bien, comment je me protège ?» mais surtout « Le monde est dans tel état, il faut que j'y aille, comment je m'y prépare ?» En fait, c'est un vrai révélateur du potentiel de croissance d'une entreprise avec des enjeux d'emploi, d'attractivité, de R&D, d'innovation qui vont avec. Au fond, c'est ça quand même ce qu'on cherche. Malgré les risques, la croissance. En connaissance de ces risques-là, comment je fais grandir mon entreprise, pas comment je ferme mes écoutilles en me disant bon, surtout je ne bouge plus. Face au choc qui viendra de toutes les façons, et il y en aura, si ce n'est pas l'année prochaine, ça fait 2-3 ans qu'on dit que le choc va arriver. Hein. On va finir par arriver. On a la lumière, comme on le dit souvent, au bout du tunnel, et on ne sait pas trop si c'est le jour, le train qui arrive. Mais là, on se rapproche quand même plus du train les années passant. Mais en fonction de ce qui arrive, l'entreprise qui aura été globalisée, qui aura réussi à fédérer et à fidéliser ses talents, qui aura une cellule de R&D différenciante solide, y compris dans les territoires, c'est un vrai enjeu, hein. On parle là, je fais une digression, mais en termes d'attractivité d'emploi dans les régions de France, dans les industries françaises déployées dans nos régions, si l'entreprise n'a pas pris la mesure de sa nécessaire globalisation et de sa R&D à déployer dans son propre segment industriel, sans être totalement dépendant du sous-traitant, enfin du donneur d'ordre, pardon, en tant que sous-traitant, donc elle ne se diversifie pas en termes de marché, en termes de métier, marché géographique et métier, j'entends. Elle se met en première victime du retournement de cycle. Donc c'est un enjeu. C'est quand je dis muscler une entreprise, lui donner l'agilité, révéler tout son potentiel, c'est le travail de préparation dont on parle beaucoup, qui est devenu un métier au sein de BPI France. Côté de nos collègues banquiers sur la place, le vrai sujet, ça a été dit en matière d'accompagnement, au-delà des outils financiers, c'est plus un enjeu d'outils, à la vérité. C'est plus un enjeu d'outils. C'est pas un enjeu de moyens financiers. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais l'ingénierie financière, elle est là. L'éponge à stress, elle existe. Que ce soit de l'assurance, que ce soit du financement, que ce soit des fonds propres. Maintenant, il y a un travail psychologique, d'abord, de mobilisation pour déclencher l'entrepreneur dans son désir d'international. Ça, c'est un vrai jeu de dédramatisation, en prenant conscience des enjeux. C'est pas béni oui, tout va bien. Non, prendre conscience des risques, préparer son entreprise, son organisation, sa logistique, son big data, sa dimension digitale. Bref, c'est un accélérateur de croissance et d'emploi pour l'entreprise. Donc ça, c'est un enjeu majeur. Et sous cet angle-là, les accords vont se greffer naturellement pour permettre d'accélérer les sujets sur les destinations si elles sont pertinentes. Bien sûr. Une bonne transition quand même pour l'évolution du système français d'accompagnement des entreprises publiques. Il a beaucoup changé. Hein. On parle de la Team France Export maintenant, tout le monde travaille ensemble. BPI a beaucoup développé son arsenal de produits financiers en soutien des PME. Frédéric Bansard, qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau système? Est-ce qu'effectivement, il correspond à un besoin? Est-ce que vous en servez et vous en servez pour vos PME notamment? Oui. Alors, c'est une bonne question. Effectivement, nous, on travaille beaucoup avec BPI en région. C'est vraiment un partenaire privilégié, puisque nous, on va actionner BPI de deux façons, aussi bien pour la PME, PMI qui cherche justement à s'internationaliser, donc qui a besoin d'un accompagnement pour un diagnostic pays par exemple. Donc au travers de BPI et de Business France, on va les mettre en relation justement pour faire ce premier échange, ce premier diagnostic. Et surtout, l'entreprise qu'elle va chercher pour l'international, c'est comment est-ce que je vais trouver pour optimiser mon besoin au fonds de roulement, parce que j'ai besoin d'avoir un financement de crédit
court terme, moyen terme, long terme. Donc comment est-ce que vous m'accompagnez? Et donc moi j'interviens en tant que banquier pour lui proposer son financement contre-garantie par BPI. Donc effectivement, ils ont mis toute une panoplie de différents produits qui sont très bien faits, très bien pensés pour l'international. Donc moi, je peux aussi bénéficier de garanties de la part de BPI quand je vais faire du financement sur du moyen long terme. Donc je suis contre-garantie par BPI. Donc ça, c'est un vrai atout en local et en région pour accompagner l'entreprise. Mais surtout l'entreprise, si elle veut faire du préfinancement export, c'est-à-dire elle a un contrat avec un contrat qui a été signé avec un acquéreur qui est basé à l'étranger, elle veut s'engager pour 6 ans, pour 7 ans, moi je peux lui faire son offre de prêt. Je suis contre-garantie à hauteur de 50% ou de 80% par BPI, ça dépend du chiffre d'affaires de l'entreprise. Et ce genre de produits, de dispositifs sont malheureusement encore un petit peu méconnus en local, c'est-à-dire que ce que je disais tout à l'heure, les accords de libre-échange, c'est une chose, mais c'est vraiment comment est-ce que je vais l'expliquer, l'évangélisation sur, voilà, je veux aller à l'international, je ne suis pas seul, ma banque m'accompagne, ok, on fait une offre de prêt, mais surtout, nous, on minore aussi nos risques, donc on peut augmenter le montant du contrat parce qu'on est contre-garantie. Donc il y a le préfinancement export, il y a des garanties avec BPI quand moi je fais du financement moyen-long terme, il y a aussi d'autres dispositifs dont Business France, donc il y a toute la panoplie, on travaille avec eux main dans la main. Donc pour nous, c'est un partenaire essentiel et privilégié en région, ouais, tout à fait. Pedro, un petit mot justement, un premier bilan en termes de nombre d'entreprises accompagnées, vous avez peut-être des éléments... Le transfert date de 2017 des garanties publiques. Donc la constitution de la Banque publique de l'export, techniquement, elle a fonctionné. Les progressions de l'assurance prospection sont considérables. Depuis juin et sa rénovation, le redesign du produit, l'assurance prospection a progressé de 17% l'année dernière et près de 10% depuis le début de l'année. Donc il y a eu un effet rattrapage et une progression qui continue dans un contexte budgétaire qui est très contraint. Je vous garantis que, et c'est une bonne nouvelle puisque nous venons à peine de sécuriser la capacité budgétaire à assurer la pérennité de l'assurance prospection, c'est un combat, parce que c'est sans doute l'assurance préférée des Français, on s'amuse à le dire, des entrepreneurs du moins, dans le sens où elle nourrit quand même massivement l'écosystème qui accompagne les entreprises à l'international. Donc c'est quand même hyper connecté avec l'ensemble de l'écosystème qui est nécessaire comme brique. C'est sans doute une des briques avec les startups qui est le plus essentiel. C'est le couplage sans couture de l'accompagnement, le coaching, le conseil avec les financements. L'un sans l'autre n'a pas de sens. Le financement sans accompagnement, c'est stérile. Et puis l'accompagnement sans financement, c'est un peu du blabla. Si on n'arrive pas à avoir cette intégration des métiers, ça ne marche pas. Donc, progression significative, oui, j'ai parlé de caution préfi. Donc, on va dire que ça a fonctionné. La Banque publique de l'export, elle est en place. C'est un modèle français qui n'a pas de comparable, quand on se compare à d'autres agences de crédit export dans le monde, assez original. Notre combat et la singularité maintenant que représente cette activité chez BPI France, c'est sa régionalisation. Vous l'avez dit, c'est d'être capable de décentraliser dans les territoires, dans nos directions régionales, dans nos 50 implantations en France, les métiers qui sont aujourd'hui trop parisiens. Le métier de l'assurance crédit est un métier parisien. Pas se cacher derrière notre petit doigt. Le métier, c'est hyper technique et très centralisé. On doit le digitaliser, on a commencé. Nous allons avant la fin de l'année avoir des outils de pilotage de l'assurance change, on n'en a pas parlé, mais un outil majeur pour permettre de déstresser la négociation en devise et de permettre de faire des offres en se couvrant, d'avoir en approche assurance crédit des go-no-go simples et dématérialisés immédiats. Mon projet, il rentre dans les clous, il rentre pas dans les clous, je peux le faire, je peux pas le faire. Ce sont des choses assez binaires, en connectant l'ensemble de cette ingénierie avec ce qu'on appelle la banque en ligne de BPI France, c'est-à-dire l'ensemble de la relation commerciale avec les chargés d'affaires. Et puis enfin, on a parlé de la préparation des entreprises dans cet univers de complexité, mais il y a la participation et la préparation des banques qui accompagnent ces entreprises. Cette approche stratégique, on la pilote au quotidien, régulièrement, à tous les étages dans les établissements bancaires partenaires, c'est de préparer également au choc qui viendra inévitablement le suivi des clients, quand même important, pour que ne pas revivre ce qui a été difficile pour tout le monde entre 2008 et 2012. C'est une contrainte sur le marché bancaire telle imposée par les régulateurs, le contexte économique, les risques de marché même domestiques, et qui a stressé la relation globale du monde bancaire, et on se met dedans, et les entreprises. Et on ne veut pas revivre ça. Ne pas le revivre, c'est s'y préparer avec une relation bancaire qui est aujourd'hui plus éclatée dans les entreprises. Les entreprises et les PME ont diversifié leurs relations en conséquence de cause. Elles ont, y compris les partenaires bancaires, une démarche qui est plus dans une démarche de partenariat avec d'autres partenaires et moins agressive. Bon, sauf quand on va parler de financement sur des boîtes AAA, il y a toujours un peu de compétition, c'est sûr. Mais elles sont quand même dans une approche qui est, il va se passer quelque chose.
vous avez les états-majors parisiens qui disent il faut quand même y aller, allez-y, on a des budgets à tenir, et puis vous avez les risqueurs qui disent attendez, parce que là quand même on veut bien y aller en performance, mais il y a un tas de trucs ça se dessine devant nous, les délais de paiement, le contexte international, donc warning, les défaillances, etc. Soyons mesurés, on est en plein dans le virage. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a conscience de l'enjeu, et que ce qu'on constate comme comportement sur le terrain, c'est que les clubs de banque, tels qu'on les cite, c'est-à-dire ceux qui font le travail en proximité dans la cuisine des chefs d'entreprise, se réunissent sur ces questions internationales régulièrement avec BPI France, notamment dans les différentes régions, pour parler de ces sujets-là, anticiper l'innovation, s'approprier l'information qui est encore une fois trop centralisée et trop parisienne autour des métiers de l'international en termes d'assurance et de financement, et comment ces outils peuvent permettre de gagner des parts de marché pour les partenaires bancaires, sécuriser leurs activités et mieux servir leurs clients. Un dernier mot, Édouard Boursieux. Alors, quand est-ce que, là aussi, c'est une question de terrain, en fait. Quand est-ce que l'Union européenne descend pour vendre ses accords de libre-échange dans les régions françaises? Vous avez fait une première gros séminaire avec Business France à Paris, où je ne sais plus combien de centaines d'entreprises sont venues découvrir les... Quand est-ce que vous le faites en province, ça? Bon, on fait plusieurs choses. Moi, d'abord, à titre personnel, je fais beaucoup d'interventions partout en France. Oui. Malheureusement, c'est encore beaucoup trop d'interventions qui sont tournées vers tous les débats politiques autour de ces accords de libre-échange, plus que vers la manière de s'en saisir, avec des choses plus pratiques. J'en fais aussi, évidemment, avec les chambres de commerce. Mais la balance reste encore, en France, malheureusement, trop politique, plus que pragmatique et économique. On organise des webinars aussi. On a organisé un webinar encore avant-hier sur le CETA, l'accord avec le Canada, qui est évidemment accessible à tout le monde partout en France. Mais fondamentalement, là, ce qui est important, c'est l'articulation entre le travail de la Commission, qui est non seulement de négocier ces accords, mais de s'assurer de leur bonne mise en œuvre, y compris pour les PME. On a un chapitre PME maintenant dédié aux PME dans ces accords, avec des outils qui sont développés pour les PME, notamment un site internet dédié avec toutes les informations nécessaires à un niveau très, très pratique et très détaillé. Mais donc l'articulation entre ce que peut faire la Commission à ce niveau-là et les pouvoirs publics nationaux. Et donc on travaille en étroite collaboration, je le disais tout à l'heure, avec la DG Trésor, avec les douanes, avec Business France, pour les soutenir aussi avec les chambres de commerce et d'industrie dans leur travail d'information, d'accompagnement des entreprises partout en France. Et là, ce n'est pas forcément à la Commission de se substituer à ce que font, et ce que font très bien souvent les pouvoirs publics nationaux. C'est vraiment de travailler, de leur apporter l'information nécessaire, former les formateurs, le cas échéant, mais de compter aussi sur eux pour le faire. D'accord, le temps passe, il faut qu'on... Alors, 30 secondes. Le dernier mot à Stéphane Collier. Oui, juste, bon, on le sait, mais juste pour préciser que dans la team France Export, il y a des opérateurs publics, des opérateurs privés. Je viens d'un opérateur privé, donc je le rappelle. Donc le RMS, évidemment, en fait partie. En plus, ça fait 10 ans que vous faites l'ouverture, avant c'était Ludovic Subrin. Merci de nous accompagner depuis 10 ans, et voilà, l'ouverture est terminée. Je vous remercie.